on a tendance à ramener le viol vraiment à une affaire sexuelle pure. Le viol, c'est surtout une expression de violence. C'est réaliste ou pas? Je ne crois pas une seule seconde. Je m'appelle Déborah, je suis avocate, je fais principalement du pénal, c'est-à-dire des affaires de viol, de meurtre, de violence, de stupéfiants, de vol, de cambriolage. Et aujourd'hui, je vais essayer de regarder si dans les séries américaines et françaises, les scénaristes ne racontent pas trop de conneries, si on est proche de la réalité ou si c'est une fiction totale. I'd say our priority at this juncture is the jury. Yes, we know we have a downtown jury, which means a heavy concentration of African Americans. Indeed. Black men obviously are our allies. Mr. Simpson, hero in the community. And I'm confident that people will assume he couldn't have committed such a ghastly crime. But black women, on the other hand, might be a problem. Nous, on a quoi? Un nom, un prénom, un âge, une profession. C'est ce qu'on a dans la liste des jurés. C'est des critères qui sont extrêmement subjectifs. Ça veut dire qui va pouvoir se mettre à la place de l'accusé et qui va pouvoir comprendre et ne pas avoir trop de peine pour les victimes. Ça va passer forcément sur les origines, c'est la vérité. Que moi, quelqu'un de trop jeune, généralement, je le prends pas. Généralement, un juré féminin est plus indulgent. C'est toujours comme ça, même en matière de viol. Les femmes ont ce truc d'être plus à l'écoute, plus concentrées et plus humaines, plus ouvertes que les hommes. Typiquement, le viol, ils vont avoir l'impression que c'est leur sœur, leur fille, leur femme qui a été violée, c'est une horreur. Généralement, les hommes, ils sont intransigeants. Après, il y a des métiers où tu sais que, par exemple, des infirmières, tu sais que c'est toujours bon dans un jury. Et je vais dire un truc horrible, mais le pire, c'est les profs. Il y a d'ailleurs en client aussi, les pires, c'est les profs. Ils ont vraiment l'impression, généralement, d'avoir un peu la science infuse. Bon, c'est des généralités, en plus, j'aime pas faire ça. Is it possible, Miss Winterbottom, that you're confusing the councilman with one of dozens of other men who raped you in that room? No. Is it possible you could be wrong about the councilman? Because you need to be 100% certain. The councilman is a father, he has a family. Their lives will be destroyed based on something you think he might have done. So I'm asking you once again, is there any doubt whatsoever that it was him who did all of these terrible things to you? On ne peut pas non plus mettre la pression ainsi à une victime partie civile. On a tendance à ramener le viol vraiment à une affaire sexuelle pure. Le viol, c'est surtout une expression de violence. Généralement, c'est les dossiers les plus intéressants parce que c'est là où il y a le plus de matière et c'est là où tu vas vraiment pouvoir creuser un peu les travers de l'âme humaine et réaliser pourquoi à un instant T il s'est passé quelque chose, quoi. Un mec, il se lève pas comme ça un matin en se disant bon, je vais violer une nana. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La difficulté va être d'expliquer comment il a pu en arriver là. Et de se dire qu'à un moment donné, il y a des mecs qui perdent totalement pied à la réalité. Il suffit de prendre généralement sa vie, des fractures, des gros traumatismes. Et le problème, c'est que la victime, elle a une sensibilité personnelle. La difficulté, ça va être de trouver la balance et le juste équilibre entre la déstabiliser suffisamment pour assurer la défense de son intérêt, mais en même temps respecter la victime et la partie civile, parce qu'on ne peut pas taper sur une nana comme ça. Et puis il y a aussi un minimum, je veux dire, on est avocat, on a une déontologie, on respecte aussi la souffrance, qu'on soit d'un côté ou de l'autre en fait. Victime, c'est pas un punching ball, hein, on tape pas dessus. Je suis pas un timbré. Je veux pas qu'on me traite comme si j'étais malade. Tous les sacs à merde, les ordures que j'ai flinguées, les putains de cloportes que j'ai écrasées, je les ai pas tuées parce que je suis taré, mais parce que j'aime ça. J'ai pris mon pied. Le mec pète vraiment un câble. Est-ce que chez nous il pète un câble comme ça, avec autant de théâtralité? Non, peut-être pas. À l'école, on nous a toujours appris, hein. Le pire ennemi du client, c'est le client lui-même. Parce que généralement, ils disent que des conneries. S'ils sont innocents, de toute façon, ils essayent de le prouver à tel point qu'ils passent mal. Et s'ils sont coupables, les mecs, ils se disent que de toute façon, on va les juger. Combien d'accusés ou de prévenus on a dû faire évacuer des box, tu les mets dans une cage, tu vois, vraiment comme des animaux. Mais attention, hein, des vraies cages, des espèces de trucs en verre où t'as du mal à parler à ton client, où tu le vois pas. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit non, c'est pas normal les mecs, il va falloir enlever ça. Même en Russie, ils ont dit ok, c'est pas normal, c'est un attentatoire à la présomption d'innocence. Mais par contre, chez nous, en France, tout est normal. Tu leur poses question sur question sur question. Ils sont devant un public qui est là pour se régaler de ce qui se passe. I was traveling along the southern border of the Middleton University campus until finally coming to a stop at 3204 Spruce Road. That's the address of Kappa Kappa Theta Sorority House. And what time was Mr. Keating there? From 1:10 a.m. until 1:29 a.m. The medical examiner places Miss Stangard's time of death between the hours of 12 a.m. and 6 a.m. T'as la défense qui fait venir un témoin en disant putain, je le sors du chapeau, ça va être un truc de ouf, j'ai fait des analyses, machin, genre personne s'y attend, tu vois, le procureur qui se décompose. Ça n'arrive pas chez nous. De base, t'as quand même 2 ans, 3 ans d'instruction. Donc en réalité, tous les rapports d'analyse et ce genre de choses, tu les as au dossier en amont en fait. Après,
un procès d'assises se jouant vraiment à l'oral, parce que les jurés n'ont pas le dossier physique dans les mains. Moi, j'ai un souvenir, une fois, d'un truc qui a fait vraiment basculer un dossier de bébé secoué, où la nana avait toujours nié en disant « ça n'est pas moi, je ne comprends pas ce qui s'est passé ». Et là, tranquillement, on a une aide-soignante de l'hôpital qui avait été là au moment de l'hospitalisation du petit avant qu'il décède, qui vient à la barre et qui, très gentille en plus et très bienveillante, qui nous dit Madame était effondrée, elle comprenait la portée de son geste, elle a beaucoup réfléchi à une vraie introspection sur son acte. Et là, tout le monde bug et la nana comprend pas, commence à se décomposer. Et au bout d'un moment, le président lui dit pour nous, elle ne reconnaît pas les faits, elle nie les faits. Gros retournement de situation, parce que indépendamment des flics et du juge d'instruction, il y avait une autre nana qui était juste super gentille et super bienveillante, qui avait également recueilli ses confidences sur le fait qu'elle ait pu tuer son gosse. My client stands accused of murder. To allow this trial to proceed would be a gross miscarriage of justice. Alors déjà, chez nous, gagner une affaire, c'est très particulier parce qu'on a quand même 98% de coupables. Donc après, si tu veux, pour nous, gagner une affaire, ça va être atténuer des peines. T'as des barres, je sais pas pourquoi, tu te fixes des trucs. J'étais à 13, j'étais hyper contente. Tu vois, sur les peines, quand on met en comparaison une peine de viol, une peine de meurtre, une peine pour du trafic de stupes, une peine pour... Voilà. Nous, en France, on adapte la peine vraiment en fonction du trouble à l'ordre public et de la personnalité. On n'adapte pas la peine en fonction de la victime. En réalité, est-ce qu'un trafic de stupes à grande échelle, avec un trafic de coke ou autre, ça n'a pas un impact bien plus important sur la société qu'un mec qui va tripoter sa voisine. Mais ça choque, bien sûr que ça choque, mais même moi, des fois, ça me choque. Nous, on a les boules, hein, parce que j'avais un type, il avait volé des bagnoles. Aucune violence, des mecs qui ont été remboursés par les assurances. Ok, il était peut-être sous contrôle judiciaire pour exactement les mêmes faits. Mais t'as quand même les boules quand le mec, il reste 1 an en tôle. Quand tu vois que moi, dans le cabinet où j'étais avant, une gamine qui tabasse son gosse, le bébé de 4 mois meurt, elle fait 4 mois de détention provisoire. Bien sûr que t'as les boules, et bien sûr que c'est pas normal, et bien sûr que la société doit s'insurger. Quand tu mets en balance le trouble à l'ordre public, les garanties de représentation, ce genre de choses. Je veux dire, une nana qui a tué un bébé, généralement, elle ne recommence pas. Je me suis fait faire une permanente et je suis rentrée. Et vous avez pris une douche? Sur ce point, le témoin a été très clair et elle a dit qu'elle était sous la douche, non? Oui, votre honneur. Miss Wyndham, vous avez déjà eu une permanente avant? 2 par année depuis mes 12 ans. Maintenant, est-ce une règle capitale et primordiale de ne pas mouiller les cheveux pour au moins 24 heures lorsqu'on vient d'avoir une permanente, au risque de désactiver le thiglycolate d'ammonium? Oui. Et est-ce que quelqu'un qui aurait eu une trentaine de permanentes dans sa vie serait bien au courant de cette règle, dites-moi? Par rapport justement aux séries judiciaires, elle n'est pas sûre d'elle en fait. Sa façon d'être avec les gens, bah justement, elle est très humaine en réalité, elle est très touchante, elle juge personne. Et elle est très pragmatique quand même, parce que c'est vrai qu'après une permanente, on va pas se laver les cheveux. Ça, c'est quand même la base. Elle ressemble plus aux avocates qu'on est, nous, plutôt hésitantes, à se poser 1000 questions, à sortir, à se mettre à pleurer en se disant qu'on a été nuls et horribles, plus que l'autre qui se la raconte là, dans Murder. Si vous n'êtes pas capable de vous trouver des affaires dignes de ce nom, changez de métier. Je repars à zéro. Vous savez ce que ça veut dire pour une pénaliste? Ça veut dire chercher ses honoraires dans les égouts. Ça veut dire se taper des commissions d'office à 192 € avec des clients qui vous supplient de les sortir de prison et qui vous regardent comme une merde une fois qu'ils sont dehors. Voilà ce que ça veut dire. Alors c'est sûr, ça fait très chic d'être avocate, mais dans un premier temps, ça consiste surtout, passez-moi l'expression, à faire la pute. Alors oui, je suis à découvert, oui, je rame, mais vous me connaissez, je me relève toujours. Alors faites votre boulot et soutenez-moi. C'est exactement notre vie. L'avocat pénaliste est un avocat qui galère. Même si on a des gros dossiers, même si on est connu, t'as toujours un mois où t'auras envie de mourir. C'est pas grave, le mois d'après, t'as l'impression que t'es le roi du monde. Je sais que sur Engrenage, il y a une vraie consoeur pénaliste qui fait du pénal et qui fait du vrai pénal comme nous, qui vérifie en fait. Et c'est hyper important. On n'est pas sur une fiction complète. Il y a quand même le fond et la base qui est quand même la réalité. La forme n'est pas la réalité. Je pense que si tu venais réellement suivre un procès d'assises, peut-être que tu te ferais chier au final. On n'attaque pas les témoins, on n'attaque pas les victimes, on ne fait pas des effets de manche à n'en plus finir, ça n'existe pas. Et puis, on n'est pas des détectives privés, quoi. Enfin, je veux dire, il y a la police pour faire son métier, nous on est juste avocats.